Les relations entre l'industrie du médicament et la santé publique sont des relations difficiles. Je pense qu'il y a deux choses dont il faut parler. Premièrement, le prix complètement scandaleux, fou, des innovations thérapeutiques. Et il faut savoir que pendant des années, les nouveaux médicaments, leur prix était déterminé à l'aune des dépenses en recherche et développement. Il fallait bien entendu rembourser cette recherche et développement que faisait l'industrie pharmaceutique avec un petit peu d'argent donné aux actionnaires. C'est ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle quand même, jusqu'aux, je dirais, aux années 90. Et l'industrie fait un travail formidable. C'est elle qui a découvert la plupart des médicaments par un screening fou, en faisant des tests dans mon domaine de la cancérologie. On faisait pousser des cellules de cancer et on regardait si une nouvelle molécule trouvée quelque part, par exemple dans une éponge, la mer des Caraïbes, eh bien ça a permis de trouver un médicament qui est la racitine, qui est un truc formidable. Ça a permis de découvrir également des médicaments contre l'herpès et l'ensemble des virus herpétiques. Voilà. Donc c'était comme ça. Maintenant, ça a complètement changé. Pourquoi? Eh bien parce que l'industrie s'est regroupée. Et on est passé de 100, 150 industries pharmaceutiques à des big pharma, avec des OPA souvent hostiles. Et maintenant, on a une douzaine d'énormes structures, Pfizer, Sanofi, Novartis, Roche, BMS, etc. Toutes ces structures énormes sont financées par des fonds de pension, par des fonds de placement. Il faut gagner beaucoup d'argent et très vite. Et le prix n'est plus déterminé par recherche-développement. De toute façon, l'industrie ne fait plus de recherche. La recherche, elle est faite par les chercheurs publics, des chercheurs académiques, et qui publient. Et puis l'industrie prend la publication et dit tiens, ça c'est une bonne idée, on va faire, voilà. Donc tout ce travail en amont, ça n'est plus l'industrie qui le fait. Donc elle ne peut pas faire des prix formidables, très importants, au prétexte de dépenses de recherche et développement. Sachez d'ailleurs que recherche et développement, c'est moins de 15% du budget de l'industrie pharmaceutique, alors que le marketing, c'est 25 à 30%, alors que les bénéfices, c'est plus de 20% souvent. Donc, voilà. Donc, on va déterminer le prix comment? Eh bien, le prétexte de ces prix fous, c'est que ça marche et que c'est très efficace. En fait, c'est pas toujours très efficace, ça l'est parfois, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire efficace? Est-ce qu'on a fait payer très cher les antituberculeux au milieu du XXe siècle quand ils ont été mis sur le marché? Non, et heureusement, sinon on mourra encore de tuberculose en France. Donc, on fait payer très cher. Ce qui détermine en fait le prix, c'est moins l'efficacité que le sentiment que l'industriel a de ce que l'État peut payer. Ainsi, aux États-Unis, c'est l'industriel tout seul qui définit le prix de l'innovation thérapeutique. Il n'y a pas de négociation. Et l'industrie se dit, oh, on est riche aux États-Unis, on peut payer, allez, ça va être 100 000, 200 000 euros par an, ou dollars par an. Sachez qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'innovation dans le domaine du cancer qui sont à moins de 100 000 dollars par an. Extrêmement difficile de régler ce problème. Je ne vois pas comment nous pouvons, dans l'état actuel des choses, régler le problème dans notre seul pays. Ces prix fous, c'est dans tous les pays du monde, et il conviendrait que l'ensemble des pays se mettent d'accord pour modifier peut-être les règles de l'Organisation mondiale du commerce, pour qu'on se mette d'accord sur un prix raisonnable. Nous n'en sommes pas là. Ce que je souhaiterais quand même, c'est que, ce qui me semble raisonnable, c'est qu'en France, la structure qui discute du prix des médicaments, il faut savoir qu'aux États-Unis, le prix est décidé par le labo. Quand ça arrive en Europe, il y a des négociations. Mais en gros, le prix en Europe va être 30% de moins qu'aux États-Unis, parce que les pays sont moins riches, alors donc c'est normal qu'on paye un petit peu moins cher, 30% de moins.
En fait, il y a des négociations qui ont lieu dans chaque pays. En France, c'est le CEPS, qui est une structure sous la double tutelle du ministère de la Santé et de Bercy, qui va négocier le prix avec l'industriel. Et le vrai problème, c'est que les choses se font de manière totalement obscure. C'est-à-dire que ces négociations ne sont pas publiques. Au prétexte du secret des affaires, il n'y a pas de représentant des patients, il n'y a pas de représentant des soignants, il y a simplement l'industriel et un certain nombre de personnes qui vont théoriquement négocier. En fait, le prix qui sera obtenu sera le prix accepté par l'industriel. Donc je souhaiterais, dans un premier temps, il me semblerait raisonnable que des représentants des patients et des représentants des soignants participent aux négociations du CEPS. Ça, c'est la première chose. À moyen terme, il serait bien d'ailleurs que le prix soit décidé au niveau directement de l'Europe et qu'il n'y ait pas des négociations en Suède, en Belgique, en Espagne, en Italie et en France. Si tous les pays européens se regroupaient face à l'industrie, peut-être aurions-nous plus de poids pour négocier des prix raisonnables. On peut rêver. Ça, donc, c'est le premier point qui est le problème grave du prix des innovations thérapeutiques. Le deuxième problème dont il faut que nous discutions est le problème des pénuries. Les pénuries, il faut que vous sachiez que ces pénuries ne touchent jamais les innovations thérapeutiques parce qu'elles sont tellement chères, tellement intéressantes pour l'industrie qu'ils se débrouillent pour qu'il n'y ait pas de pénurie. En revanche, les pénuries touchent des vieux médicaments, des médicaments matures qui sont dans le domaine public, mais qui sont pourtant encore l'immense majorité des médicaments que nous utilisons. Ces médicaments étant dans le domaine public, donc généricables, ces médicaments n'intéressent plus beaucoup l'industrie. Et depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, pour garder quand même une bonne profitabilité, eh bien, ils ont décidé de faire des économies sur leur production. C'est-à-dire que la production des principes actifs par des boîtes de chimie fine, eh bien, la production des principes actifs, plutôt que de faire ça en Europe, eh bien, on envoie ça en Inde et en Chine. En Inde et en Chine, où les salaires sont moindres, où les normes environnementales sont moindres, où on se soucie un peu moins de la santé des personnes qui travaillent avec des produits de chimie des fois dangereux, eh bien, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, on a envoyé ça en Extrême-Orient. Premier point. Vous savez qu'il y a une deuxième phase pour la fabrication d'un médicament, c'est ce qu'on appelle le façonnage, c'est-à-dire le principe actif est traité et on va fabriquer des comprimés, on va fabriquer des ampoules, on va fabriquer des gélules. Et ça, c'est un gros travail. C'est la partie la plus importante, la plus coûteuse de la fabrication du médicament. Eh bien, l'industrie pharmaceutique a décidé de sous-traiter. Ce n'est plus elle qui fait. Il y a 20 ans, c'est elle qui faisait. Maintenant, non. Il y a des sous-traitants, et il y a en France, par exemple, d'excellents sous-traitants qui travaillent très bien et qui font le façonnage de ces vieux médicaments. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un souci au niveau de la fabrication du principe actif, lorsque les façonneurs ont quelques soucis, il y a souvent 2 ou 3 façonneurs pour un même médicament. Lorsqu'un a des problèmes de fabrication, les autres ne sont pas au courant. Il n'y a aucune vision sur ce qui se passe en amont. Et l'industriel qui met son nom simplement sur la boîte, eh bien l'industriel s'aperçoit au dernier moment qu'il y a une rupture de production. Et quand il y a une rupture de production, il n'y a pas de stock en plus. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher de travailler à flux tendu. Les stocks, fabriquer des stocks, garder des stocks, ça coûte cher. Donc, d'un seul coup, on passe du déficit de production à une pénurie dont vont souffrir les malades. Que faire pour ça? Eh bien là, en revanche, nous avons des solutions intéressantes. Il conviendrait absolument, premièrement, de rapatrier en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans tous les pays d'Europe, la fabrication des principes actifs. Et deuxièmement, il conviendrait qu'il y ait une structure, par exemple en France, qu'il y ait une structure donneuse d'ordre qui fasse travailler les fabricants de biochimie, principes actifs, qui sont toujours là, qui sont prêts à travailler, je les ai rencontrés, ils sont prêts à bosser,
Ils sont là, ils sont prêts à reprendre la fabrication des principes actifs. Quant aux façonneurs, qui sont extrêmement bons et efficaces, ils sont prêts à travailler non plus pour l'industrie pharmaceutique, mais pour une structure publique qui leur demandait de travailler. Ainsi, l'idée est de créer un établissement français du médicament, structure donneuse d'ordre, c'est pas elle qui fabriquerait, c'est une structure publique qui travaillerait avec les privés, privés de la chimie, privés du façonnage, pour fabriquer tous ces médicaments. Alors, dans le domaine de la cancérologie qui m'intéresse, on a fait la liste, il y a 43 à 44 médicaments qui ont été en pénurie ou risquent de l'être demain. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un établissement français du médicament, donneur d'ordre, faisant fabriquer l'ensemble de ces médicaments matures du cancer et de les faire fabriquer, non pas seulement pour la France, mais pour l'ensemble de l'Europe. À charge, en revanche, pour les autres pays européens, de fabriquer les médicaments matures concernant la pneumologie, la cardiologie, la néphrologie, la rhumatologie, etc. Nous devrions comme ça arriver à fabriquer en Europe les 300 ou 400 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, MITM, médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui sont en pénurie ou risquent de l'être demain. Alors, dans un premier temps, ce qui a été décidé par les pouvoirs publics, c'est pas mal, c'est imposer aux fabricants actuels, enfin à ceux qui font fabriquer, de faire des stocks, imposer des stocks, mais ils imposent de 2 à 4 mois de stock. Souvent, la pénurie dure 4 à 6 mois, donc ce serait préférable de faire des stocks beaucoup plus prolongés, en attendant que nous arrivions à mettre en place en France cet établissement français du médicament. Ce qui serait également nécessaire, en attendant que ceci se mette en place, c'est que ces médicaments matures aient un prix défini au niveau de l'Europe. Parce qu'actuellement, il faut savoir qu'il y a des pénuries relatives, il y a des troubles de production relatifs. Il y en a un peu de ces médicaments, pas beaucoup. Et bien entendu, le répartiteur, celui qui distribue le médicament, va le donner en priorité au pays qui a les prix les plus élevés. Donc actuellement, il y a un système extrêmement dangereux qui apparaît, avec par exemple les Allemands qui montent 50% le prix des médicaments matures, puis les Portugais disent nous aussi, puis les Italiens disent on va faire un peu plus, etc. Et on va assister à une augmentation folle des prix, totalement injustifiée, simplement pour pouvoir être livré en priorité. Donc il serait souhaitable, en attendant que la mise en place d'une structure publique apparaisse, il serait souhaitable que les prix soient déterminés, non pas pays par pays, mais de manière globale au niveau de l'Europe.